go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 64e épisode du Fast Food Podcast. On a eu peur pendant un moment que cet épisode soit un épisode triste, un épisode de défaite. C'est un épisode de victoire, pas une victoire glorieuse, mais une victoire quand même. 24-21 contre les Packers, un match qui a été tendu, qui a été long, qui a été stressant. Et pour m'accompagner, pour en parler évidemment, comme d'habitude, Kevin, Olivier et Gonzague. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Donc je l'ai dit, 24-21, une victoire qui a été longue à se dessiner, qui s'est dessinée sur la toute fin, tout simplement, sur le dernier drive offensif et le dernier drive défensif. Olivier, t'as pensé quoi de ce match ? C'est un véritable match de play-off. On a eu tout ce qui fait que ce sport, il est totalement unique, qui a le pouvoir de te retourner les tripes à 4h30, 5h, 5h15, 5h45 du matin, et qu'après, tu n'arrives pas à dormir. Parce que il y a que ce sport qui peut t'amener des sensations aussi fortes. Alors oui, on a joué avec le feu. Oui, ça a été compliqué, mais on s'y attendait tous un petit peu quand même. Dans le podcast précédent, on avait dit que l'équipe des Packers, sur un malentendu, ça pouvait passer. Ils ont joué leur chance à fond. Il faut vraiment faire un gros big up aux Packers, qui est une équipe pour le futur assez exceptionnelle. Et nous, on n'était pas dedans. Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. C'est pas moi qui parlerai du numéro 20, parce que sinon on va dire qu'il y a de l'acharnement thérapeutique. Mais bon, c'est difficile de défendre à 10 contre 11. Et finalement, on s'en est sorti. Et comme tu le disais si bien la semaine dernière, Elliot, moi, j'en ai rien à carrer. Si on gagne tous nos matchs 3-0 et qu'on va au Super Bowl, moi, je serais content. On a gagné 3 points d'écart. Premier match passé. Vivement la suite. Kevin ? Alors moi, je suis très en colère par rapport à la prestation qui a été faite. Alors quand même, depuis un an, tout ce qu'on a fait dans cette franchise, c'est préparer ce match. C'est préparer notre entrée en play-off. Tous les matchs de la saison ont été pour préparer ce match en play-off. Tous les entraînements cet été ont été préparés pour cette entrée en play-off. Et on nous sort cette purge. Je veux dire, il y a quasiment eu personne à son niveau. Je veux dire, Brock Purdy, il a été nul pendant 90% du match. Heureusement, il sort le dernier drive pour nous sauver, mais sérieux, c'était une galère. Kittle, il était où ? Il fait encore une réception où il part avant d'avoir le ballon, il l'échappe. Ayuk sauve un peu la mise. En défense, la ligne défensive, je veux bien qu'on me dise il y a eu de la pression. Non, il n'y a pas de pression. Quand on a Bosa, quand on a Young, quand on a Armstead, quand on a Hargrave, quand on a Kinlaw, quand on a Gregory, et qu'on claque pas un sac et qu'on mène pas le plus la vie dure à Love, c'est pas acceptable. Et la défense contre la course, je veux dire, le running back de Green Bay, même le running back numéro 3 de Green Bay qui nous colle la misère. C'est pas possible de voir ça au premier tour des playoffs. On a passé un an à préparer ce putain de match et les fucking Packers, ils nous mettent dans la merde jusqu'à la dernière seconde. Non, je peux pas accepter ce qu'on a vu. Alors on s'en sort, tant mieux, on est encore en vie une semaine. Mais je suis vraiment en colère contre cette équipe. Gonzague ? Moi, comme je l'évoquais avant le match face aux Rams, j'étais assez circonspect sur le fait de faire tourner l'intégralité de l'effectif. C'est le choix que nous avons fait. On s'est retrouvé 3 semaines sans jouer. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Une équipe complètement rouillée, avec des automatismes qui n'étaient plus là. On sentait vraiment que les mecs sortaient de vacances. C'était un match de reprise. Donc, je suis assez proche de l'analyse de Kevin. Après, ça, c'était mon sentiment à chaud. Maintenant, un peu avec le recul, je me dis que finalement, peut-être que ce match est justement mauvais parce qu'on a eu ces 3 semaines de vacances, entre guillemets. Et je me dis que finalement, le fait de se remettre dans le rythme, j'ai bon espoir qu'on ne sorte pas un match aussi nul face aux Lions la semaine prochaine, parce qu'on aura repris un certain rythme. Donc, je croise les doigts par rapport à ça, mais c'est vrai que de manière générale, on a été mauvais sur quasiment toutes les lignes et que la bonne performance des Packers, si elle existe, ne doit pas enlever le fait que globalement, c'est nous qui avons permis aux Packers de rester dans le match et non l'inverse. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je suis d'accord avec Kevin. C'est pas normal, en fait, de sortir une performance comme ça, même si y a le stress, c'est les playoffs, oui, on était rouillés, etc. Mais non, en fait, Kevin l'a très bien dit. La saison régulière, on en a beaucoup parlé, évidemment, dans chaque épisode. Globalement, la saison régulière, on en avait un petit peu rien à foutre. L'important, c'était ce match-là, ce premier match, quel que soit l'adversaire. Et on n'est pas rentré dans le match. On est rentré dans le match, on a fait
le bon dernier quart-temps. Le dernier quart-temps est très bon, mais le reste du match, c'est 3 quarts-temps catastrophiques et on s'en sort parce qu'il y a des faits de jeu, pas vraiment, mais il y a ce field goal raté par Anders Carlson, il y a ces interceptions de Dre Greenlow, il y a ces bons drives à la fin, il y a surtout sûrement de l'inexpérience des Packers et de l'expérience des Niners et du talent côté Niners qui nous sauve la mise et qui nous permettent d'être toujours dans le match. Contre n'importe quelle équipe, ce premier match-là, on n'était plus dans le match avant le dernier quart-temps. Et on y arrive et on s'en sort, c'est le plus important. Tu l'as dit, Olivier, je l'avais dit la semaine dernière. Quelle que soit la victoire, l'important, c'est de gagner. Mais face à Détroit, va falloir montrer autre chose quand même. Parce que si on affiche ce niveau-là de jeu pendant 3 quarts-temps, avant le dernier, normalement, contre une équipe comme Détroit, on n'existera plus. On en parlera très bien dans plusieurs jours, parce que c'est une émission en 2 parties. On fera la preview du match un peu plus tard. Mais il va falloir faire mieux parce que ça n'a pas été suffisant sur ce match-là. Il y a des points positifs, on va en parler, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Olivier ? Ouais, après, je vous trouve particulièrement dur parce on est habitué à l'excellence avec San Francisco, mais c'est ce genre de match aussi, ça te permet de te remettre le cerveau à l'endroit. Quand tu passes si près de l'élimination et que ça s'est joué à pas grand-chose, là, ça rebooste tout le monde. Et puis, dans le côté où j'ai du mal à vous rejoindre aussi, il faut voir qu'on perd Deebo Samuel dès le premier drive. Et le cahier de jeu, il a été complètement changé. On a essayé de faire courir Jawan Jennings, on a vu que c'était pas Je voulais en parler de celle-là, j'ai rien compris. Jawan Jennings qui court. C'était bien, mais pas top. bizarre. C'était bien, mais pas top. Voilà. On sait très bien que quand arrivent les playoffs, on resserre au maximum la rotation. D'ailleurs, je pense que Jordan Mason et Lydia Mitchell ont eu un total de 0 course à tous les deux. Les deux voilà. ont fait un seul snap. Fun fact, c'était le nil à la fin du match. Exactement. Donc voilà, c'est ça aussi les playoffs NFL. Oui, on avait de la rouille. Oui, les 3 semaines, c'était peut-être un peu trop. Mais de l'autre côté, moins tu joues, et à ce moment-là, moins tu risques de blessures. La preuve, on voit Djibo. Si ça avait été pendant le match contre les Rams, on aurait tous surlié des gants qui dorfraient qu'on les a pas protégés. Donc c'est toujours à pile ou face. C'est tombé du bon côté pour nous. Maintenant, je pense que la machine, elle s'est remise en route et moi, j'ai aucune inquiétude. Je fais totalement confiance au staff et aux joueurs pour faire un super match la semaine prochaine. Non, mais j'ai pas d'inquiétude, mais on peut pas accepter une performance comme ça en playoff. Oui, en saison, on peut l'accepter, ça peut arriver. Tu l'as dit, une performance comme ça remet la tête à l'endroit. Mais en playoff, il n'y a plus de performance qui remettent la tête à l'endroit. On doit assumer notre rang. Et c'est les Packers en face, c'est la pire équipe des playoffs côté NFC qui se présente face à nous. Et on est là à galérer jusqu'au dernier drive du match contre cette équipe qui est en tout point inférieure à nous et pas d'un niveau, de 2, 3, 4 niveaux. Et on passe tout près de l'élimination. C'est inacceptable. Et je suis désolé, avec l'effectif qu'on a, on est loin du minimum qu'on est en droit d'attendre de cette équipe. Ouais, après, quand tu dis que c'est l'équipe la plus faible par rapport au classement, pas par rapport au talent, je mets largement les Packers déjà devant Dallas, ils l'ont prouvé, devant Philadelphie, j'en suis sûr, et devant les Buccaneers aussi. Rien que sur je parle rien que sur 3 équipes. Après, voilà, c'est sûr que on aurait dû faire mieux. Maintenant, on va quand même pas se mettre à pleurer. On est qualifié. On fait une 3e finale de conférence d'affilée. Ça n'arrive pas à tout le monde de faire ça de façon régulière. Et en règle générale, il y a nous et puis il y a les Chiefs de l'autre côté. Donc, profitons quand même, ayons le sourire. Alors, moi, je vais quand même rejoindre Kevin sur un point, quand même, Olivier. En manière générale, par rapport à la question de se remettre la tête à l'endroit, je partage ton analyse. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là où moi, je vais être un peu plus relatif et que je sais que je ne partage pas l'opinion d'une majorité de personnes, mais je suis désolé, si je prends le match de Green Bay face à Dallas, quand je prends le match de Green Bay face à nous, ben, je suis désolé, on a une équipe de Green Bay qui, de par la qualité des appels de jeu, par rapport à beaucoup de choses, a régressé. On avait une bonne équipe en face de nous, nous n'avions pas une excellente équipe en face de nous, et pourtant, on s'en est sorti dans les derniers instants. Cette équipe de Green Bay ne m'a pas du tout impressionné. En tant que tel, je l'ai trouvée bien plus brillante face à Dallas, notamment sur les schémas de jeu offensifs. Et donc, moi, franchement, je rejoins Kevin par rapport à ça. Oui, on s'est planté sur ce match-là. On s'en est sorti, tant mieux. C'est aussi ça qui nous permet de nous remettre la tête en droit, comme tu le dis très justement. Mais encore une fois, on n'est pas tombé face à une équipe excellente. On est tombé sur une bonne équipe sans plus. Voilà, sans plus. C'était pas brillantissime en face, donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Oui, je suis d'accord. Moi, les Packers, ils m'ont pas impressionné outre mesure. Il y a des belles choses, il y a des bons joueurs, des bons jeunes joueurs.
mais j'ai pas senti. En fait, c'est un peu bizarre, c'est que je stressais parce que c'est un match de play-off et que j'aime cette équipe et que j'avais envie qu'on gagne, mais j'avais pas peur non plus qu'on soit la tête sous l'eau parce que cette équipe des Packers m'a jamais fait vraiment peur. Même quand ils ont pris 7 points d'avance, j'étais vraiment en train de me dire, bah ouais, mais bon, on est là quoi, on n'est pas loin, parce qu'on n'était pas loin, et parce que je sentais pas une équipe qui allait, si on perdait le ballon, nous détruire et nous mettre 55 yards dans la vue et faire un touchdown en 3 plays, tu vois, donc j'avais pas vraiment cette inquiétude-là. On va passer du coup, quand même, avant de parler du négatif, parce qu'on va en parler, on va passer quand même un petit peu de positif, on va passer un peu de pommade à certains joueurs qui l'ont mérité. On va passer au top. Et Olivier, j'ai envie évidemment de commencer par toi, parce qu'on sait tous de qui tu vas parler. Moi, je vais parler d'un joueur dont je parle depuis qu'on a fait ce podcast. C'est un joueur qui est intense, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur que, il est fou, mais il a ce côté exceptionnel. Je vais parler de mon Dédé Greenlow qui nous a fait un match de papa, qui a prouvé que c'était un linebacker XXL de la NFL. Il a été clutch au bon moment, tout en restant lui-même, parce que, comme il a dit Warner, au lieu de se foutre par terre, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait remonter le terrain parce qu'il avait dit à Warner, tiens, viens, on fait un pick 6. Il est complètement fêlé. C'est un joueur avec un cœur énorme. Il a un moteur de fou. En règle générale, quand on a commencé à faire reculer les gars, c'est quand Dédé leur est rentré dedans. J'ai l'image du Titan, c'est Kraft. À un moment, il part sur le côté, puis d'un coup, il s'est fait dédéiser. Il est sorti, il est allé proposer jusqu'à la mi-temps. Ça, c'est exceptionnel. Les courses, c'est pareil, c'est l'un des rares à mettre des gros impacts et à faire reculer Aaron Jones. Et puis, que dire de cette interception, surtout la seconde, on aurait dit Superman, il est arrivé en volant, il a attrapé le ballon, il a fait, voilà, c'est Dédé Greenlow pour tout ça, pour tout ce qu'il a fait. Et en plus de ça, il est propre dans son jeu, il en a à 0 flag. Et vu que c'était la fête à Neuneu au niveau des flags samedi soir, lui, il a été parfait. Franchement, merci Dédé, continue comme ça. Tu m'as régalé. Et le tout en étant complètement blessé et pas sûr de jouer à même pas 1 heure du coup d'envoi, et finalement il nous sort cette perf de malade mental. Et t'as Shannon, en plus de Warner, t'as Shannon qui était aussi interviewé à la fin du match, qui dit que Greenlow, c'est un homme et un joueur qu'il adore et qu'il aime profondément, sauf au moment de l'interception, quand il était en train de courir comme un dératé. Il a dit, je le haïssais à ce moment-là, pourquoi il ne se fout pas par terre, je le détestais, et dès qu'il est tombé, je l'aimais à nouveau. C'est vrai qu'il a fait quand même, c'était chelou. Au début, moi, je pensais que c'était réfléchi pour descendre sous les 40 secondes pour le genou. Je pense qu'il n'y avait aucune réflexion là-dedans. Juste, il avait le ballon. Il avait le ballon, il était debout, il était en train de se dire j'ai envie d'aller loin, mais t'as des moments où il va loin, et puis en fait, pour éviter un défenseur, il prend 10 yards de moins pour faire le tour. Et c'est vraiment, t'as envie de te dire allonge-toi, putain. C'est Greenlow, quoi. C'est parce qu'il l'a déjà fait sur son interception en fin de saison, où il avait fait à peu près la même chose, et il l'a fait sur sa première interception du match aussi. Oui, sa première, il court comme un débile aussi. Hein. Ouais. Au final, il veut juste faire du pick six, le gars. Il s'est mis en défi, je veux faire un pick six avant la fin de la saison. Il en a rien à cirer. C'est les playoffs, on vient de gagner le match. S'il perd le ballon, on est dans la merde internationale. S'il perd le ballon, on est dans la merde internationale, mais il en a rien à cirer. Lui, il veut son pick six. Ok. C'est pour ça que je voulais dire sur le ton de l'humour par rapport à ça, mais je me dis c'est quand même le seul joueur qui arrive à performer sur un terrain et à foutre en l'air des couples qui regardent le match, parce que c'est quand même la seule fois où les épouses entendent leur mec à 6h du matin en train de crier couche-toi, couche-toi, couche-toi. Donc Waouh. Donc voilà, il est extraordinaire pour ça, Greenlow. C'est un joueur, c'est unique. On a tous vu passer cette blague sur Internet où il y aurait eu une espèce de pari entre Fred Warner et Greenlow qui lui aurait promis pick 6, qui donc voulait se disant aller au bout. Mais la réalité, c'est que c'est un animal. Je pense qu'il avait même plus conscience du chrono, il avait conscience de rien. Il ne fonctionne qu'à l'instant, ce type. C'est pas possible. Bref, ce joueur fait rêver. Ce joueur fait rêver dans tous les sens du terme, et c'est vrai que ne pas le mettre en top, ça aurait été une folie tant son match est dantesque. Parce qu'on parle de ses interceptions, mais comme tu dis très justement, tout le match est dantesque. Une intensité folle. En fait, c'est ce genre de joueur dont on comprend pourquoi après on aime le foot, mec. Tu vois, c'est ce genre de mec, c'est un mec à highlights en fait. C'est-à-dire que tu tapes tampon x 1000 sur YouTube, tu tombes, t'as une vidéo sur 2, c'est Dédé Greenlow, quoi, tu vois. Gonzague tape tampon x 1000 sur YouTube, je suis pas sûr que tu tombes sur des vidéos de Greenlow, mais ça c'est un autre débat.
Ah oui, j'avoue que j'étais pas là-dessus. Mais je suis un homme innocent et naïf. Tu le sais très bien, contrairement à toi, mon Agathe. T'as l'air bien lancé, Gonzague, c'est qui ton top? Alors écoute, parce que je t'aime, Elliot, je vais donc te laisser l'autre cornerback en question. Je vais donc parler du chéri de Kevin, de Charvarius Ward. Parce que c'est vrai qu'on a, à moins que rien, un minable, un gros nul. On va y revenir plus tard sur l'autre côté des cornerbacks. C'est moi Mais qui l'ai dit. au moins, voilà, il y en a deux qui ont fait un taf admirable. Je pense qu'on va absolument parler du deuxième dans quelques instants. Mais Charvarius Ward nous sort encore un très très gros match. C'est une sangsue au marquage. C'est une sangsue. Vraiment, pour quelqu'un qui joue en zone, j'ai rarement vu un joueur qui lâche aussi peu son receveur devant. On sait souvent que dans les man-to-man, quand il y a beaucoup de presse notamment, on est souvent sur des jeux un peu plus serrés. Quand tu es en zone, parfois tu lâches parfois un peu plus. Mais là, Ward, il lâche rien. Il ne lâche rien. Il est à 1 mm à chaque fois du receveur qui tient et il prend le dessus à chaque fois. Là, on avait besoin d'un Charvarius Ward à son top pour les playoffs. On l'a. Il est vraiment au top et bravo à lui. Kevin? Moi aussi, j'ai mon joueur dont je parle tout le temps depuis le début de ce podcast et qui s'appelle Jawan Jennings et qui nous a sorti encore une masterclass dans ce match-là. Je pense que j'oublierai jamais sa réception où il s'élève au-dessus d'un gratte-ciel pour aller la chercher, dans notre quatrième quart-temps qu'on a finalement bien maîtrisé et aussi grâce à lui. C'était une troisième tentative hyper importante en plus. C'est pas juste un beau catch, c'est un catch importantissime. Ouais, c'est ça, au milieu de trois défenseurs des Packers qui attendaient que d'intercepter Brock Purdy. Et ouais, quel match encore, les tracés parfaits, les réceptions parfaites, super fiables tout le temps. Alors oui, on perd Deebo Samuel, mais quand t'as un troisième receveur qui s'appelle Jawan Jennings, c'est un peu moins grave de perdre un joueur aussi important que Deebo Samuel. Et ouais, il nous a fait un truc parfait encore cette semaine. Et juste un petit mot aussi pour Chris Conley, qui claque une réception aussi ultra importante qu'on ne voit jamais et qui a été là quand on a eu besoin de lui. Ouais, et puis Sur Jennings. pour revenir sur Jennings 2 secondes, tu as oublié juste un truc aussi, Kevin, qui est hyper important. C'est ces putains de blocs qu'il fait. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est ça qui fait ça aussi. Il y a l'action où il prend le gars des Packers, il le sort du terrain, il va l'encastrer sur la table des Packers et que Kittle fait son action. Il n'y a pas faute parce qu'il le tient juste, il est juste. Et on sent lui aussi l'intensité qu'il met dans ce jeu. Et franchement, c'est Jennings, quel joueur, quelle bénédiction d'avoir un receveur 3 de tel niveau, d'un tel talent, d'une telle qualité athlétique, pardon. C'est impressionnant. Et sa réception, on aurait dit un félin. Il s'est élevé et tu te dis waouh. Et c'est qu'un receveur 3 en concurrence avec Ronnie Bell. Waouh. Encore un 7e tour transformé en or. Folie. Honnêtement, cette réception, moi, ça m'a sur une troisième tentative comme ça m'a tellement fait penser à une très célèbre interception qui a eu lieu lors d'un Super Bowl, le fameux helmet catch de David Tyree. Mais j'avais vraiment, de par l'importance du jeu et par les circonstances du catch, ça m'a vraiment fait penser à cette action. J'y ai pensé tout de suite, quoi. C'est très, très, très dur à aller chercher et dans une position propre, surtout qu'en plus, il prend un tampon derrière le catch, mais de l'espace, quoi. Je me dis qu'il a lâché le ballon, quoi. Non, elle est impressionnante, ouais. Impressionnante, il s'élève haut et puis la passe, elle est surdosée de fou. Elle est trop haute. Mais il va la chercher parce que déjà, c'est un joueur qui est très grand, mais qui a les instincts et qui a le timing pour aller chercher. Tu l'as dit, Olivier, on a perdu Deebo Samuel dans ce match-là en début de match. Et sur un style de jeu et sur le cahier de jeu, ça s'est ressenti. Dans la qualité du receveur, on n'a pas vu trop de différence parce qu'on a tendance à oublier Jawan Jennings parce qu'on a trop d'armes et qu'il y a certains matchs où il prend rien et il est pas là et qu'il revient de blessure. En plus, on l'oublie aussi, mais il revient de blessure. Mais là, franchement, il est sorti de sa boîte au bon moment. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, Kevin, aussi, ouais, grosse dédicace à Chris Conley parce que c'est un mec de l'ombre. C'est que sa 4e réception de la saison. Mais alors, qu'est-ce qu'elle était importante, celle-là. Franchement, impressionnant. Ouais, Gonzague a un peu spoilé mon top, mais oui. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'aimais déjà à l'université. On en avait parlé quand on l'avait drafté. Quelle intensité nous met Déomodore Lenoir. Quelle intensité. C'est un petit physique. C'est un vrai petit physique. Et il y va, mais comme un porc.
C'est-à-dire que ce mec-là, il a le physique de Dre Greenlaw, c'est le meilleur linebacker de NFL avec Greenlaw et Warner. Mais il a plus petit physique, du coup il joue dans le slot et il fait le même travail et il est présent et il met des coups et il va pousser Jordan Love en touche et il n'y a pas faute parce que Jordan Love est encore dans le terrain et il va s'embrouiller et il tient le regard avec des linemen et il en a rien à foutre. Et sur le jeu d'après, sur un jeu de course, il va éclater Aaron Jones et il regarde droit dans les yeux tous les mecs des Packers en disant « J'en ai rien à foutre ». J'adore ce joueur, j'adore cette intensité. Je me moquais un petit peu en rigolant et en gentiment de Olivier quand il parlait de l'intensité de Dre Greenlaw parce qu'il en parlait avec un passionné et je ressens ça aussi chez le Noir. Qu'est-ce que c'est kiffant de voir des mecs qui sont... Tu sens qu'ils aiment ce qu'ils font, ils aiment le football et ils aiment mettre des coups, ils aiment gagner, ils veulent gagner et ils mettent tout ce qu'ils veulent dedans, tu vois. Tu te dis que si imaginons on avait joué les Eagles par exemple et qui nous avaient fait un touche-push, t'aurais eu Greenlaw qui serait arrivé les points en avant et puis le Noir qui aurait sauté par-dessus avec le casque pour éclater tout le monde. C'est kiffant de voir des mecs comme ça quand ils ont l'intensité comme celle-là. Et puis cette défense fait la différence cette année parce que l'année dernière on faisait beaucoup de fautes sur ce genre de jeu et cette année ils gardent cette intensité mais ils font plus ces fautes débiles où on prend 15 yards parce qu'on fait un plaquage trop dur ou qu'on balance un mec qui est déjà sorti du terrain. Et le Noir pouvait être dans ce cas-là, Greenlaw évidemment il nous en a fait un paquet avant et ils ont gommé ça cette année quoi et ça c'est beau. Moi, je trouve ce qui est très impressionnant par rapport à Deomodor le Noir, c'est que c'est un gars qui, comme tu dis, c'est un tout petit physique. Moi, quand on regardait le match l'autre soir, je disais, il fait penser au Wolverine, le personnage de Serval, comme on l'appelait avant dans les X-Men. Le petit teigneux qui, tu sais, qui va leur rentrer dedans. Et moi, ce qui me plaît, c'est pas le fait c'est pas qu'ils aiment mettre des coups, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment ce sport, ils mettent toute l'intensité. Et quand tu as des mecs comme Greenlaw, des mecs comme Warner, des mecs comme Le Noir, tu sais qu'ils vont mettre leur cœur, leur âme sur le terrain, comme vont le faire un Kittle ou un Newtick ou comme l'a fait Jennings. Tous les trucs sales du jeu, les bases besognes, ils vont le faire, mais avec toute l'intensité et la volonté qui fait que ça fait la différence. Et ça t'amène ton équipe avec toi. Même quand t'es pas bien, même quand le match il est compliqué, quand t'as des gars comme ça, tu les suis, c'est des boussoles, quoi. Tu sais qu'ils vont t'amener plus loin. Et puis ça, c'est aussi la culture de cette franchise. C'est pas une équipe, c'est une famille. On l'a vu, Solomon Thomas, avant le match, il était là avec son maillot de CMC. Aziz Al-Shahir, il était là dans le huddle de pré-match. Je veux dire, avec les gars, dans le huddle de pré-match, il est là à les motiver et tout. Le mec, il joue ailleurs, il en aurait pour une pure, il n'a rien à voir à foutre. Non, c'est une famille et les gars, ils aiment encore leur ancien coéquipier comme si c'était leur frère et ils viennent là. Donc ça montre aussi pourquoi des Le Noir ou des Greenlaw, ils lâchent tout sur le terrain aussi. J'ai envie de faire un petit opinet, j'en ai plusieurs des petits opinets, mais j'ai envie de commencer par un. Olivier, tu as cité son nom. On l'a cité 3 fois de suite en flop et ça faisait mal au cœur, mais c'était mérité. Fred Warner, voilà. C'est pas un top, c'est pas le match du niveau de Greenlaw, mais on a senti qu'il était revenu à son niveau habituel. On pourrait dire que c'est un match pas plus de Warner, mais pas moins non plus. Mais quand Warner est juste à son niveau, c'est un joueur extraordinaire. Et il a encore été là, on a senti qu'il avait faim, qu'il avait la dalle, et ça fait plaisir. Tu as la meilleure paire de linebackers, hein, quand tu as Pipo et Molo au milieu comme ça. On le disait la semaine dernière à Alex, je souhaitais bien du courage à Aaron Jones quand il est venu sur lui. À un moment, il y a une action où s'il commence à avancer, il y a Warner qui l'attrape, il n'arrive pas complètement à l'arrêter. Et du coup, je vais passer un missile avec le numéro 57 dans le dos. Je dis, le mec, il est resté par terre. C'est sûr. Hein. Quand tu as les deux comme ça, plus le talent naturel de Warner avec son back pédale, sa façon de se replacer, il rend des fous les receveurs. Enfin bon, heureusement qu'ils étaient là pour rendre fous les receveurs parce qu'il y avait l'autre débile sinon. Mais bon, je vais pas m'énerver. On va en parler de l'autre débile. D'autres topinets, moi j'en ai un autre sinon. Pendant un moment dans le match, il y a eu une pause et je suis allé faire un tour sur Twitter en cherchant le nom de l'autre débile justement pour voir ce qu'il disait sur lui. Et il y avait un autre nom qui était cité à côté de lui et ça m'a rendu malade de voir le nom cité à côté de celui d'Ambry Thomas parce que je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. C'est Jake Moody. Oui, Jake Moody a raté un kick et il n'est pas de son ressort. Son kick a été contré, il n'est pas de son ressort et il a mis un kick importantissime de 52 yards et il a mis ses conversions en plein milieu et il nous a pas fait stresser. Je ne comprenais pas pourquoi son nom était cité à côté de celui d'Ambry Thomas, ça m'a rendu malade alors qu'il a fait un bon match et que oui, il a raté un coup de pied, mais c'est pas le coup de pied raté d'Anders Carlson, c'est un coup de pied qui est contré. Bravo aux équipes spéciales des Packers pour cette action-là. Le reste, il a été parfait.
C'est très simple. Moi, Jack Moody, c'était après Lenoir et Ward, mon troisième top en sachant ce que vous alliez prendre de votre côté. Pour moi, je suis ravi que tu en parles, Elliot, parce que je partage complètement ton opinion sur Moody. C'est un match absolument parfait, dans des conditions qui n'étaient pas simples. C'est un rookie, premier match de playoff de sa vie, avec la pression inhérente à San Francisco et au statut de la franchise qu'il emploie en tant que favori. Et il ne rate rien. Et en plus, comme tu le dis très justement, c'est plein centre, quoi. À plus de 50 yards par moment. Je me demande, en fait, ce que les fans, par moment, exigent. Et encore une fois, je maintiens ce que j'ai dit dans les précédentes semaines. On n'était pas aussi sévère envers Robbie Gould, qui avait, paradoxalement, des stats moins bonnes. Je maintiens, les stats de Robbie Gould sont moins bonnes. Allez sur Internet et vérifiez si vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qui est complètement dingue. On est d'une sévérité avec ce jeune rookie que je ne comprends pas. Après, il a raté plus de kicks en playoff que Robbie Gould. Ouais, c'est vrai. Il en a raté un, ça y est. Il a raté un. Tu l'as dit, il n'a pas raté de kick. C'est un joueur qui est attendu au coin du. C'est un joueur qui est attendu au coin du bois depuis sa draft parce qu'on n'accepte pas qu'un troisième tour kicker puisse être bon en NFL. Et les fans n'attendent qu'une erreur pour lui sauter dessus. Ça a été le cas à chaque erreur qu'il a fait en saison régulière, et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et là, le moindre coup de pied raté, alors qu'il est juste contré et que c'est pas de sa faute, on lui tombe encore dessus. Je veux dire, si on gagne ce match, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il claque son coup de pied de 50 yards quand l'autre, incapable des Packers, rate à moins de 40, à moins de 35, je sais plus à combien exactement. Calmons-nous et disons-lui merci. 38 ou 40, quoi, ouais, dans ces eaux-là. 42 de tête. Ouais, c'était du coup une dizaine de yards plus proche que le coup de pied de Moody, qui est passé 52 yards sous la flotte. Franchement, tu réduis les poteaux de 3 mètres de chaque côté, elle passe quand même. D'ailleurs, corrige-moi, Elliot. On est bien d'accord qu'Anders Carlson, c'est celui qui était à Auburn l'année dernière et qui a été drafté. Ou c'est son frère? Oui, c'est non, c'est bien lui. Son frère, c'est Daniel, qui est le kicker des Raiders, qui est aux Raiders, et qui, lui, par contre, est un kicker extraordinaire aussi. Il est très bon, mais son jeune frère n'est pas très bon. Pour l'anecdote, rappelle-toi, Elliot, lorsqu'on avait fait l'émission draft, moi j'étais parti sur Anders Carlson au lieu de Jack Moody, comme quoi parfois je fais bien de l'affirmer. Toi, tu étais parti sur Jack Moody, et ben c'est toi qui as vu juste. Rappelle-toi dans nos mock drafts respectifs. C'est ça. Après, on n'était pas parti sur Brandon Aubrey non plus. Les gars, vous avez peut-être d'autres opinions, d'autres joueurs que vous avez envie de citer parce que ça fait plaisir? Oui, George Kittle. Moi, je vais citer George Kittle. Parce que si tu marques non, j'ai pas parlé, non, parce qu'on est quatre bâtards. Et on n'ose pas mettre CMC en top. Putain, j'avoue, on est des ouf quand même. On est quatre bâtards. On est vraiment des merdes. Mais depuis la mi-saison, on ne met plus dans aucun top parce que juste c'est normal qu'il claque un ou deux touchdowns par match et on n'en a plus rien à foutre. C'est ce qu'on disait à l'intersaison. Putain, on a rendu l'extraordinaire banal. Le mec, Attends, j'ai les stats sous les yeux. Donc, alors, juste avant qu'on en parle, 17 courses, 98 yards, 2 touchdowns, 5,8 yards par course. Oh. Bon. Voilà, donc voilà, c'est pas un top. Si j'étais mauvaise, c'est un grand top. Mais je suis d'accord avec toi, Gonzague. Si on était mauvaise langue, on pourrait dire qu'il n'a pas fait 100 yards à la course. Non, mais si j'étais mauvaise langue, je dirais que sa très longue course qui l'amène au touchdown vient un peu quitter tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de courses où il a été stoppé direct. Mais là où je trouve extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il est pété de partout. Il a des soins quasiment à chaque fois qu'il retourne sur la sideline. Mais tu te dis dans quel état il va terminer la saison. Et c'est un guerrier. C'est ça que je trouve extraordinaire au-delà de ses stats. C'est que tu sens que le mec, il a mal, quoi. Il a mal, il y va. C'est ça qui est complètement dingue. C'en est presque caricatural, mais dans le bon sens du terme. C'est ça qui est génial chez ce joueur-là, c'est que il va au-delà physiquement de ce que n'importe qui comme vous et moi sont capables de donner. Et c'est ça qui est génial. Et il performe comme le meilleur running back de la ligue, encore malgré toutes ses blessures. Son premier touchdown, là, il est complètement dingue. Il se le crée absolument tout seul. Ouais, il y a un ou deux blocs qui traînent et qui l'aident, mais il y a des très beaux blocs, mais arrivé sur la ligne des 5, entre 5 et 10, il se fait attraper. Hein. Il se fait attraper. Rien à foutre, un petit coup de chaussure et puis tu dégages. Et moi, j'ai encore 30 yards derrière et je vais les faire les yeux fermés, quoi.
Sur le premier, c'est une high formation qui est super bien joué avec un système de bloc qui est exceptionnel. Il passe, il a la mer rouge qui s'ouvre et c'est Savage qui doit l'attraper. Et Savage l'attrape pas. Il lui fait un petit jump cut sur la gauche et puis il met les boosts. Et quand il met les boosts après, il est irrattrapable. Mais le commun des mortels aurait bien le bon running back NFL. Hein. Moi, je parle pas de Tyrion Davis-Price ou de Trey Sermon. Le bon running back NFL aurait passé le premier rideau parce que les blocs sont extraordinaires et il aurait fait 5 yards. McCaffrey, il en a fait 37. Et puis sur le second, si vous regardez bien, moi, ce qui m'impressionne sur le second, c'est que la seule chose qui l'intéresse, c'est de sécuriser le ballon. Vous reverrez le match, il a les deux mains. Mais parce qu'il sait à ce moment-là qu'il va avancer et qu'il reste des tentatives, il reste du temps. Donc le plus important, c'est avancer, mais surtout ne pas perdre la balle. C'est ça, c'est l'intelligence situationnelle de ce gars à l'instant T, c'est hors norme. Donc c'est pour ça que voilà, on s'excuse de CMC parce qu'on sait que tu nous écoutes, donc on te met en top numéro 1 finalement. Je vois bien CMC là dans son jacuzzi, le repos du guerrier avec sa meuf en train d'écouter Olivier. D'ailleurs, Christian, si tu veux passer dans le podcast, t'es le bienvenu, y a pas de problème. Moi, je suis bilingue, je te fais une interview en anglais tous les jours. Hein. Alors là, si ça peut booster nos stats, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai un autre petit top winner que je veux rajouter dans la foulée de McCaffrey. Revenir sur un joueur dont on a parlé en début de saison et dont on a pu reparler derrière, tant on s'est habitué aussi à l'excellence de son côté. C'est le très très gros match d'Aaron Banks, qui nous a sorti un très gros match sur la ligne offensive aussi. Je trouve qu'en fait, entre Trent Williams et Aaron Banks, ça devient vraiment du très très haut niveau à gauche. Alors, je ne sais même pas pourquoi ça l'était déjà. Mais j'ai notamment quelques images où on le voit attaquer le second rideau et accompagner la course de McCaffrey avec d'une violence assez exceptionnelle. Et bravo à lui en tout cas. Et moi, j'aurais juste un petit nom à rajouter dont j'ai parlé la semaine dernière et il a gagné son galon de titulaire sur cette fin de saison. Quelle bonne pioche, Logan Ryan. Quelle super pioche. Franchement, il tient vraiment bien sa place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Parce que moi, j'ai pas du tout la même interprétation que toi sur Logan Ryan. On va y venir. Ah, d'accord, à ce point-là. Ce match-là. Ouais. Bah écoutez, on va passer au flop du coup. Avant de parler de Logan Ryan ou avant de parler de quiconque, ce sera pas le flop d'Olivier, ce sera pas le flop de Kevin, ce sera pas le flop de Gonzague ou de moi, ça va être le flop général. Parlons d'Ambry Thomas parce que c'est trop, franchement. Il a failli nous coûter le match en fait. Il est nul. Il est the nullissime one, comme je vous l'ai annoncé, comme je vous l'ai dit, comme je l'expliquais à Alex la semaine dernière. Je reste persuadé qu'Alex, il a téléphoné à Matt Lafleur pour lui donner la tactique. Je veux dire, il a été, on joue à 10 quand il est sur le terrain. Non, en vrai, c'est même pas qu'on joue à 10, c'est que l'équipe adverse joue à 12 ou à 13. Je me suis refait le match au calme. Au calme, je voulais pas être négatif. 3e et 6, ils sont en galère, ils jettent le ballon devant. Interférence de passe du débilos numéro 20. Tu te dis, bon, on le fait une fois, il va s'arrêter. Ah non. La défense fait tout ce qu'il y a à faire. La ligne met la pression sur Jordan Love. Les linebackers assurent. Tout le monde est couvert. Ben, qu'est-ce qu'il fait, Love? Il dégage le ballon loin devant. L'autre, il fait une interférence de passe qui te mange 41 yards. La deuxième, elle est horrible. Et comment c'est possible? La première, elle est moche et elle n'est pas acceptable. La deuxième, elle est horrible. Franchement, en plus, le ballon, il est pas du tout là, il est pas dans le timing. Le receveur l'aurait jamais attrapé, même si Ambry Thomas était parti aux chiottes pendant ce temps-là. Elle est horrible, la deuxième. On continue, parce que ça, c'est les deux interférences. Après, il y a un moment où il y a un des receveurs dont le nom m'a échappé, il est tout seul. Au début de l'action, il est à côté d'Ambry Thomas, et Ambry Thomas le voit partir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bouge le bras pour dire, regarde, il s'en va là-bas, le monsieur. La conne de ta grand-mère, tu vas le suivre, mongolien que tu es. Non, il ne le suit pas, il le laisse partir. Voilà. Après, nous avons le meilleur attaquant, c'est Christian Watson. Il a fait une réception dans le match. Qui fait la réception? Au hasard, Ambry Thomas. Et après, Romeo Doubs, à un moment, il faut faire une 3e et 16. Tout le monde est marqué. Le seul qui ne marque pas son joueur,
c'est encore le seul, l'unique Ambry Thomas. Non, je veux dire, sur ce match, je veux dire, alors des fois on me dit que j'exagère, que ci, que là, mais ça va, tout le monde l'a vu ce week-end. Il a été catastrophique. Je veux dire, il n'y a pas de terme pour employer. Enfin, c'est même pas un flop. Je sais pas, je comprends pas. Il doit avoir des dossiers sur tout le monde pour rester titulaire. Je vois que ça comme explication ici. Moi, clairement, je pense qu'il a sûrement une vidéo de Shannon qui trompe sa meuf. Hein. Je vois pas d'autre explication. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais moi, au départ, c'était une gimmick un peu rigolote, mais maintenant, c'est même pas rigolo, quoi. Je veux dire, il est nul. Je veux dire, et au mieux, ce qu'on peut attendre de lui, c'est qu'il soit nul. Voilà, et là, samedi soir, il a été la quintessence de la nullité. Mais tu viens de dire la chose très justement, Olivier, c'est-à-dire qu'au début, ça nous faisait rire, et là, on commence sérieusement à rire jaune. C'est clair. Parce que là, ça devient dangereux pour l'équipe. Et comme tu le disais, j'ai rien à redire sur ce que tu as dit, Olivier, tout est absolument parfait. J'ajouterais même à cela un nombre incalculable de plaquages ratés sur les situations de course en second rideau. En gros, il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait chez Ambry Thomas. Parce que si à la rigueur, je veux bien lui donner un petit crédit en saison régulière, c'est qu'il n'était pas trop mauvais contre la course. Il était un bon pendant correct à Charles Soir de l'autre côté sur ce domaine-là. Et là encore, il a été nul. Mais nul. En fait, comme tu dis très justement, je ne vois pas un seul moment du match où il a fait quelque chose de bien. Si peut-être à un moment, sur une passe longue, à un moment, il sature le joueur au marquage et il arrive à stopper le joueur. Mais j'ai envie de te dire, encore heureux, il manquerait plus que tu passes au travers, mon pote. C'était une catastrophe. Voilà. En fait, on essaie de trouver une solution avec Ambry Thomas, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on redécale le noir sur la sideline et on refait rentrer à Isaiah Oliver? Je sais pas. Est-ce qu'on fait jouer Darren Luther? Je me dis, on en parlait un petit peu en antenne tout à l'heure, vous prenez un joueur du practice squad, cornerback, ou même la grand-mère d'Olivier, pour reprendre son expression, vous le mettez à la place d'Ambry Thomas, c'est la même. Alors en plus, je pense que la grand-mère d'Olivier fait pas d'interférence de passe. Non, alors elle irait passer. Non, mais cette deuxième interférence, c'est ni fait ni à faire. Le plus, j'ai envie de dire, quitte à faire des interférences, fais-le bien, sois discret, sois pas une espèce de gros balourd dégueulasse qui sature son joueur comme au rugby, et un minimum de talent, même quand tu triches, sois sympa. C'est une catastrophe, ce joueur. Honnêtement, sortez-le. Sortez-le, faites quelque chose, faites jouer un receveur, faites jouer Wisnowski, cornerback. Ce sera pas pire, honnêtement. J'étais en train de me poser... Moi, j'étais en train de me poser la question parce que je regardais un petit peu les prospects de la draft pendant toute l'année. J'étais en train de me dire, putain, faut qu'on prenne un tackle en fin de premier tour, etc. Mais là, Trent Williams a annoncé qu'il revenait l'année prochaine. Colton McKivitz, c'est le boulot. Cornerback, rien à foutre. Cornerback. Surtout qu'il y aura du bon corner en fin de premier tour. On en parlera une autre fois. On va pas partir. Voilà, 4-5 corners de qualité en fin de premier tour, on peut aller chercher. Mais non, mais voilà, mais Ambry Thomas, ce qui est extraordinaire, c'est que ce joueur arrive maintenant à faire l'unanimité contre lui, si ce n'était pas déjà le cas. Et maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose la saison prochaine. Et face au jeu aérien de Jared Goff, je suis inquiet sur ce côté-là, clairement, parce que Sam Brown et tout ça, ils vont pas faire dans la dentelle avec lui. Donc, ouais, je suis inquiet. Je suis inquiet sur ce côté-là du ballon. On verra la preview dans l'autre émission, mais là, il faut vraiment faire quelque chose sur Ambry Thomas. Là, je commence vraiment à pas rigoler. Kevin, tu veux rajouter la cerise sur un gâteau déjà bien garni? Non, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. J'ai une autre cible en tête. En plus, là, l'ambulance, le problème, c'est qu'elle n'a pas de roue, donc c'est une galère, quoi. Il n'y a plus grand-chose. Elle n'a plus de vitre, elle n'a plus de porte, elle n'a plus rien. Elle est sur les plaques, là, elle s'est fait arracher les roues. Kevin, du coup, c'est qui ton autre cible? On va partir vraiment dans les fleuves. J'ai longtemps pensé parler de Kyle Shanahan, donc je me suis dit, il nous refait le coup de se chier dessus dans un match de play-off pendant 3/4 temps, avant que finalement il trouve un peu de solution, donc tant mieux. Mais par contre, qui c'est qui nous a foutu cette calamité de Steve Wilkes en coordinateur défensif? Le mec, avec le matos qu'il a, il nous sort la ligne défensive, sérieux. Elle est au quart du niveau qu'elle pourrait avoir, honnêtement.
Alors, les linebackers arrivent à combler un petit peu. Mais, ok, vous tirez sur Ambry Thomas. Mais c'est qui le met sur le terrain, Ambry Thomas? Steve Wilkes, il a de la merde dans les yeux. C'est quoi le problème? Mais alors, Il en a. là-dessus, pour moi, c'est un tort partagé entre Wilkes et Shanahan, parce que Shanahan, pour le coup, si t'es le patron, t'es pas coordinateur défensif, mais si t'es le patron et que ton joueur il est nul, tu vas voir ton coordinateur défensif et tu le prends par la peau du cou et tu lui dis le 20 là c'est une merde et tu le sors. C'est aussi le Ah rôle oui, de Shanahan, je pense là-dessus, c'est un rôle partagé. totalement. Pour Thomas, après sur le reste de la défense, je te laisse continuer, je suis d'accord avec toi. Totalement. Mais Steve Wilkes, alors, on me dit c'est un spécialiste des DB. Alors, oui, c'est vrai qu'avec lui, Ward était extraordinaire. Le Noir est devenu extraordinaire. Mais à ce moment-là, s'il est bien pour les DB, bah, deviens coach de DB et puis laisse le poste de coordinateur défensif à quelqu'un de compétent à ce moment-là parce que c'est juste pas possible, parce qu'on voit le niveau. Je suis désolé, avec Demeco Ryans ou même avec Saleh en coordinateur défensif, contre les Packers, on aurait pris 3 à 7 points maximum. Je suis d'accord avec toi. Gonzague, ton flop? C'est une bonne liaison que tu fais avec Steve Wilkes sur sa spécialité des defensive backs. Parce que moi, contrairement à Elliott, je trouve que la prestation de Lenoir et de Ward est d'autant plus exceptionnelle quand on a une cruche comme Ambry Thomas sur le terrain et un niveau aussi médiocre que hier soir de notre paire de safety, qui ont vraiment été, je trouve, extrêmement moyens. Je ne parle même pas des glissades de Gibson. Un Logan Ryan qui, sur beaucoup de jeux, était en fait un peu nulle part. On l'a vu aller une ou deux fois au tampon avec efficacité, mais c'était pas toujours ultra efficace. Je l'ai trouvé pas si exceptionnel que ça à la couverture à des moments où il était attendu. Autant j'ai encensé Logan Ryan depuis son arrivée, et je pense à juste titre parce qu'il montre de très belles choses pour quelqu'un qui est tout juste d'arriver, autant là il nous a sorti selon moi de très loin son plus mauvais match. Je suis allé voir un petit peu les notes sur internet et je constate que beaucoup de journalistes sont assez d'accord avec ma position par rapport à ça, où vraiment les safeties ont été très en deçà des attentes qui peuvent être les nôtres. Donc en effet, comme tu le dis Kevin, Steve Wilkes, pour un spécialiste de defensive back, bah, honnêtement, je ne vois pas de montée en régime en fait, spécialement à ce poste où Fanga, avant de se blesser, n'a pas spécialement monté en régime. Et là, vraiment, j'ai trouvé que nos safeties ont été un petit peu en point faible en défense tout au long de ce match. Ils étaient clairement pas rassurants, et notamment sur les jeux longs verticaux plein centre. Heureusement qu'on a eu le Noir sur la trajectoire, parce que derrière, c'était aux fraises. Donc, Logan Ryan, que j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de mal à se positionner entre son espèce de position de strong qu'on lui demande avec la présence de Gibson à côté et son poste plus naturel de free. Et là, pour la première fois, je l'ai trouvé un petit peu perdu sur le terrain, toujours à des endroits intermédiaires où il ne devait pas être, qui étaient plus des positions de nickel. Et voilà, assez mal placé tout au long du match, et un Gibson qui avait de gros problèmes de crampons et que j'ai même trouvé par moments inutilement agressif. Il y a une ou deux fois où on a manqué de se faire siffler un holding par Gibson, on s'en est pas trop mal sorti. Je trouve que Gibson, depuis la blessure d'Ufanga, a clairement baissé en régime. Donc voilà, donc pour moi, les safety peuvent beaucoup mieux faire, et j'attends beaucoup plus d'eux face à l'attaque ultra efficace aérienne des Lions. Olivier, t'as un flop? Ouais, moi j'ai un flop, c'est notre quarterback, c'est Brock Purdy. Il faut. J'ai hésité à le mettre en flop. Moi, je l'aurais mis en intermédiaire parce que pendant 95% du match, c'est un flop. Il a fait ce drive de la fin qu'on a tous demandé, on s'est tous demandé s'il était capable de le faire. Il l'a fait. Donc 95% de match, c'est un flop, mais le drive de la victoire. Oui, mais il faut quand même, Mais bien, il faut en parler. Il faut en parler. Donc, moi, je serais moins dur avec les GB qu'avec Purdy, parce que bon, j'ai trouvé que sur ce match-là, déjà il commence, il a un gant, après il a plus le gant. Dès qu'il pleut, on sent que c'est des conditions qui lui plaisent pas. On sait que sa carrière, il pourra pas la faire dans une équipe qui est pas sous un dôme ou qui joue en extérieur. Il va pas signer aux Packers, c'est sûr et certain. Bengals ou au Ravens, il est pas fait pour. Voilà, ça c'est la première anecdote. Ensuite, pendant qu'on regardait le match, c'est pareil, on était là, ouais, mais le plan de jeu, il est pas terrible. C'est pas que le plan de jeu n'était pas terrible, c'est que Purdy, les ballons que normalement il lance et qui sont précis, il les lançait, ils étaient pourris.
On a un cul pas possible que son premier ballon, Darnell Savage, il le savonne parce que c'est un pick six gratuit qu'il avait lancé. Voilà, il faut vraiment que le gamin il se remette le cerveau à l'endroit. Après, de là à dire ce qu'on a vu passer, qu'on disait tout à l'heure avec Elliott, qu'on a vu passer sur les réseaux, faut arrêter. Je pense qu'il y a une véritable haine d'une partie de la population parce qu'il n'a pas été. Les scouts l'ont raté et comme il est dernier de la draft, on lui fait payer lourdement, mais qu'il est pas au niveau de son quarterback, soi-disant, bla 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 bla. C'est pas ce que je dis. Moi, simplement que sur ce match-là, il y a des drives où les ballons ils arrivent pas. Il y a des passes pour Ayuk il faut qu'il les cherche dans son slip. Il y a des moments où les passes elles sont au plafond, il faut que les receveurs aillent les chercher bien haute. Et ça, il faut qu'il le règle. Il faut qu'il redescende le palpitant et qu'il se remette à jouer comme il sait jouer. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont bien commencé à le chauffer. Là, j'étais en train de regarder juste avant l'émission, il y a Ayuk et Djibo qui ont commencé à prendre sa défense. La dernière fois qu'on lui avait dit des choses comme ça, il avait fermé des bouches le match suivant. C'est tout ce que je nous demande qu'il fasse, c'est qu'il ferme encore des bouches la semaine prochaine. Parce que même si je le mets en flop, j'ai toujours confiance au gamin. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, pour avoir revu des images du match, je ne l'ai pas revu en entier. Mais il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que sur tout le match, sur tous les drives, etc., j'avais pas l'impression de voir le même joueur qu'on avait vu toute la saison. Je le trouvais hésitant, je le trouvais en dilettante, je trouvais que son jeu de jambes était tendu, il avait l'air stressé, il avait pas l'air dans son assiette, il avait pas l'air... les conditions météorologiques jouent peut-être un rôle, hein. C'est un gamin de l'Arizona, il joue à San Francisco, c'est un mec du soleil. C'est un mec qui n'est pas fait forcément pour jouer sous la pluie, mais les conditions elles sont les mêmes pour tout le monde, donc pour moi, à la fin, si on avait perdu, on n'aurait rien à foutre qu'il pleuvait. Mais par contre, sur le dernier drive, on a revu le Purdy détendu, le Purdy qui bougeait bien, le Purdy qui sortait de sa poche au bon moment. Et ça m'a rassuré de voir ça à la fin du match plutôt qu'au début et voir en descendant. C'est comme tu l'as dit, ils l'ont chauffé. Et ça y est, je pense qu'il est rentré dans ses playoffs, je l'espère en tout cas. Moi, je vois pas de raison, comme tu l'as dit, il a fait fermer des bouches après s'être raté. Je vois pas de raison pour lesquelles il serait en difficulté contre Détroit. Surtout, on en reparlera bien assez. On a une petite annonce à vous faire à la fin de l'émission pour ceux qui sont dans les groupes des 49ers l'ont déjà vu. On en reparlera bien assez dans la preview contre les Lions. C'est pas la défense des Lions qui me fait peur là-dessus. Juste pour une chose concernant Purdy et le froid, oui, c'est un mec de l'Arizona, il a quand même joué à l'université à l'Iowa, où l'Iowa est quand même un état qui est connu pour se cailler un petit peu en hiver quand même. Donc, il a joué quand même dans des conditions un peu fraîches. Mais sinon, oui, là où je te rejoins un peu, Elliott, c'est qu'il semblait plus emprunté que d'habitude. Plus hésitant. Alors, en plus de ça, il s'est mal coordonné sur certains jeux, notamment avec Ayuk qui s'est planté sur deux ou trois tracés. Mais pour le reste, oui, Purdy a été en dessous de ses standards. Je pense que nous serons tous d'accord par rapport à ça. Il faut qu'il reprenne en effet confiance en lui dans des conditions qui, nous l'espérons, seront plus favorables face aux Lions. Moi, j'ai pas vraiment de flop, j'en trouvais pas trop, parce que je trouve qu'on en a bien parlé. C'était plus des escouades qui étaient en difficulté plus que des joueurs individuellement. Je trouve que quand même, alors, tu as parlé, Kevin, de la pression qui n'a pas été bonne sur ce match-là, je suis d'accord. Et on n'a pas ce sac qui aurait fait la différence. Je trouvais quand même que Bosa n'était pas assez standard, mais il a tenu son rang dans une certaine mesure, notamment contre la course où il a été très intéressant. Par contre, de l'autre côté, Chase Young, je l'ai trouvé un peu absent. Et surtout, je trouve que la blessure de Clelin Ferrell nous a fait mal en rotation parce que Randy Gregory, je ne l'ai pas vu. Il a fait un paquet de snaps et il était nulle part. Pour le coup, lui, je le mettrais en flop / absent. Dans ces cas-là, tu peux rajouter Hargrave qui a une fiche de stats avec des zéros. Hargrave, ouais, un peu décevant. Armstead, on l'a revu un peu, ça a fait du bien. Il a fait quelques petits trucs Armstead qui étaient intéressants. Kinlaw a été plutôt bon, je suis d'accord. Givens, on l'a pas trop vu non plus. Mais du coup, il va falloir que la ligne défensive step up un petit peu parce que la ligne offensive des Lions, c'est autre chose que la ligne offensive des Packers. Bon, et ben, en tout cas, je pense qu'on a fait un tour. Si vous n'avez pas de flopina à rajouter, on va passer aux questions. Beaucoup de questions, forcément, puisque playoff oblige, donc les gens sont devant les matchs et les gens s'intéressent. Les questions sur Facebook, on a une question de Vincent. Au vu de cette prestation, champion de conférence ou pas? On va faire juste, je veux pas d'explication, je veux juste un prono froid et on en reparlera dans la prochaine émission. Champion de conférence ou pas, Kevin? Oui. Olivier? Oui. Gonzague? Oui.
Et moi aussi, oui. D'ailleurs, on a eu beaucoup de questions sur Facebook, dont plus de la moitié ont été posées par des mecs qui sont en train de parler à ce micro en ce moment. Ça, c'est Gonzague qui a toujours 8 questions au Mais demain. la première, elle est de Kevin. Pour une fois, j'ai une question pour mes collègues. Celle-là, elle va être pour Olivier parce qu'on sait que c'est son sujet. Finalement, c'est qui le meilleur linebacker? C'est Fred Warner ou c'est Dre Greenlaw? Elle pique celle-là parce que c'est choisir entre papa et maman, clairement. C'est Fred Greenlaw et Dede Warner, le meilleur linebacker. Franchement, franchement, juste, si tu faisais un mélange de ces mecs-là, t'aurais le prime joueur. Mais je posais cette question parce que c'est fou. Parce que pour la deuxième fois en moins de 10 ans, on a les 2 meilleurs linebackers de la ligue dans la même équipe. C'est quand même assez dingue. C'est vrai. Et on en avait bien assez parlé dans des. C'était Patrick Willis le patron et Navarro Bowman le second. Là, c'est Fred Warner le patron, Dre Greenlaw le second. Alors que c'est Dre Greenlaw qui a le style de Patrick Willis et Fred Warner qui a le style de Navarro Bowman. Comme quoi, on ne change pas les bonnes habitudes. Quand San Francisco marche ces dernières années, c'est qu'il faut des bons linebackers, des bons patrons de défense. Une question de... Attendez, parce que là, il y a plein de questions. Une question de Gonzague, qui est également présent. Ambry Thomas a-t-il des primes de performance? Et si oui, est-ce qu'il pourrait rendre l'argent? C'est une bonne question. Je pense qu'il a probablement des primes de performance. Je pense qu'il a probablement des primes de performance qui sont sûrement indexées sur son temps de jeu, et je trouve ça scandaleux qu'il touche plus de thunes que n'importe qui. Brock Purdy. Il a un salaire plus haut que celui de Brock Purdy, ça c'est sûr et certain. J'ai pas checké, mais c'est sûr. C'est un 2e ou 3e tour contre un 7e, donc ouais, il y a des chances. 3e, ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Mais dans le game, parce qu'on parlait des Elijah Mitchell draftés après Trey Sermon dans la même draft, ou Tyrion Davis-Price pris drafté avant Jordan Mason qui était non drafté dans la même classe. Deomodore Lenoir drafté 2 tours après Ambry Thomas, et picote celle-là aussi. Hein. C'est clair. Faudrait regarder, mais il y a peut-être des gros cornerbacks qui ont été pris après Ambry Thomas au final. Je checkerai ça après l'émission. Si tu enlèves J.R. Brown, on est toujours inquiet du 3e tour des Niners depuis l'arrivée de Shanahan. Le 3e tour, c'est souvent un sujet. Pas Jake Moody. Jake Moody, pour l'instant, pas Jake Moody, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai oublié Jake Moody, mais il nous a, entre les running backs pétés et tout ça, il nous a souvent fait les 3e tours pas piquer des hannetons, le père Shanahan. On a une autre question d'un certain Gonzague. Le whisky avec ou sans glace, c'est pour me préparer au match suivant. Le whisky, c'est avec glace. Et avec modération. Et avec modération, évidemment. Une question de Gonzague. C'est pas possible. Il fait chier. Il en a posé 4, hein, les gars, il y en aura encore une après. CMC va-t-il tenir le coup jusqu'au bout? Il semble péter de partout au regard des soins qu'il a en sideline, et ce malgré ses performances sur le terrain. Oui, CMC ira au bout, même sur une seule jambe, il ira au bout, quitte à se faire opérer de tout le corps entier après les playoffs. De toute façon, toutes les équipes se sont pétées de partout arrivant en finale de conférence. C'est clair. C'est à savoir qui sera pété le moins fort. Et une question de Gonzague qui devrait intéresser Ambry Thomas, qui devrait intéresser Olivier sur Ambry Thomas, pardon. Ouais. Existe-t-il des jeux de fléchettes 49ers sous licence avec Ambry Thomas dessiné dessus? C'est pour un ami. J'en peux plus de toi, Gonzague. Honnêtement, s'il existe, je pense que nous pouvons l'acheter, le faire gagner sur un concours à un auditeur. Là, il faut... un concours sur un auditeur? T'es un ouf? On l'achète. Non, mais on l'achète. On le fait pas gagner à un auditeur. On l'achète à Olivier. On lui offre. On va passer aux vraies questions des auditeurs cette fois-ci. Une question de Jean-François. Plus sérieusement, quelle est l'alternative à Ambry Thomas sur le banc? Oui, je sais. Même la grand-mère d'Olivier ferait l'affaire, mais quand même, la grand-mère d'Olivier qui devient une nouvelle. Il faut qu'elle signe chez les Niners. Hein, elle a vraiment un avenir. Les alternatives, on en a parlé, on les a citées. Les autres cornerbacks dans l'effectif, on a Darrell Luther, on a Samuel Womack, on a Isaiah Oliver. Voilà, on ne sait pas trop non plus ce qu'ils valent parce qu'on les a pas trop vus. On sait ce que vaut Isaiah Oliver en tant que slot, mais ça voudrait dire repasser Deomodore Lenoir à l'extérieur, alors que Deomodore Lenoir est tellement formidable en slot en ce moment. Donc ça va être un peu un casse-tête. Je pense que d'ici la fin de la saison, il va falloir malheureusement composer avec ce qu'on a et c'est pas terrible. Continue à jouer à 10, quoi.
presque. En soi, le choix est assez simple. Soit on met un rookie qui a jamais joué en NFL titulaire en finale de conférence et potentiellement Super Bowl, ou soit on fait avec Ambry Thomas. Moi, je mettrais le rookie. Moi, ouais, bah, Moi, je constate qu'on Facile. a une équipe médicale. On a une équipe médicale qui est exceptionnelle avec CMC qui arrive à le faire jouer sur une jambe. Je propose de mettre sous morphine Jason Verrett. Voilà. s'il vous plaît, Mettons- faites que ça arrive. Mettons- Ça n'arrivera Mettons pas. Jason Verrett sous morphine. Ça n'arrivera pas puisqu'il a été placé sur la liste des blessés et donc il ne peut plus jouer la saison comme un certain Cléline Ferrell également. Les saisons sont terminées pour vous. Il y a une question de notre ami Johan. La réception de Conley sur le drive de la gagne est à signaler. Oui, et on en a bien parlé effectivement. Après, on s'est encore fait ouvrir à la course malgré aucun sac. J'ai trouvé qu'on avait quand même mis de la pression sur Love, contrairement à ce qu'on a dit avec Kevin. Mais si on veut gagner le Super Bowl, il faut à tout prix retrouver notre défense contre la course, car si on commence à se faire ouvrir devant, et j'ai pas screené le reste de la question, mais on avait compris son principe. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Il faut step up en défense. Je suis d'accord avec Kevin quand il parlait de Steve Wilkes. Notre défense, on a des joueurs extraordinaires. Il va falloir passer le palier parce que l'attaque des Lions, c'est quand même quelque chose de sérieux. Ouais, parce que sur les 5-6 dernières semaines, je tiens à préciser qu'on n'est même plus dans le top 20 des défenses contre la course. Ça a été assez compliqué, c'est vrai. Une question de Ludovic, comme le dit si bien Olivier, nous voilà dans les matchs pour adultes. Alors est-ce qu'Ambry Thomas a grillé son dernier joker au vu de son mauvais match? Je pense qu'Ambry Thomas, il a fait quand même ce soir un grand chelem. Tout le monde le hait, ça y est. Et oui, Il y avait toujours quelqu'un pour le défendre avant. c'est fini là, c'est devenu. Non mais bon, oui, tous les jokers ils sont grillés, mais comme il a dit Elliott, malheureusement, moi je ferais jouer Darrell Luther, mais je pense pas que Fernand le fera. Donc malheureusement, on va finir la saison à 10 comme depuis le début de saison, quoi. C'est comme ça. Surtout qu'Elliott, on ne l'a pas protégé dans l'émission. On a relativisé les propos assassins d'Olivier. C'est pas pareil. Tu as relativisé. Oui, je relativisais, notamment sur certains matchs que j'assume pleinement. Mais par contre, oui, il a toujours été notre maillon faible, ça c'est sûr. Mais par moments, il fallait relativiser parce que Olivier, je trouve, il y allait trop fort. Mais sur ce match-là, je pense qu'il n'y a pas de matière à débattre. J'espère qu'il n'y a pas de matière à débattre. Sinon, il y a un problème oculaire chez la personne qui aurait envie de débattre là-dessus. Mais non, c'est catastrophique. Là. Il faut faire quelque chose. Un jour, on apprendra que son vrai nom est Ambry Wilkes. Ouais, mais il jouait déjà sous Ryans. Hein. Ah, c'est ça. Il a été assez vite mis au placard pour laisser la place à Lenoir quand même. On l'a plus jamais revu. Et un jour, on apprendra que son nom c'est Ambry Shannon, et là, on tombera tous de notre chaise. Moi, je pense que Jim Harbaugh a dû partir en mauvais terme des 49ers. Il nous l'a revendu comme étant le joueur du siècle. On a dû l'appeler pour savoir ce qu'il pensait du joueur. Il a dû dire c'est le meilleur cornerback que j'ai jamais eu sous mon commandement, vous devriez le prendre. Et c'est comme ça qu'on est allé le chercher, quoi. Sinon, parce que les Lions viennent de signer Zach Ertz, il y a encore des agents libres. Hein. Il y a du Byron Jones, du Marcus Peters, William Jackson, Bradley Roby, Casey Hayward, n'importe qui en fait. Kyle Fuller, Desmond King, Greedy Williams, Bryce Callahan. Signez-moi n'importe lequel de ces gars-là. Ah bah, tu viens de citer que des joueurs meilleurs que lui. Il n'y en a pas un seul qui manque à l'appel. Non, mais le problème, Gonzague... Si tu regardes n'importe quel cornerback, il sera meilleur que lui. C'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de l'émission. On n'a pas le temps de l'émission. quoi. On n'a pas le temps de l'émission si je dois citer tous les joueurs meilleurs que lui. Question de David, n'aurait-on pas un peu beaucoup oublié, nous les fans, que ce sont les playoffs? C'est Dave qui a posé la question. Ouais. Oui, mais c'est normal. Mais Dave, je suis d'accord avec toi. Les blowouts, que tu peux les avoir en wildcard. Et après, quand ça commence vraiment à se tendre, on a vu hier soir les Lions gagner. Ils étaient beaucoup plus forts. Ils ont eu beaucoup de mal à se dépatouiller des Bucks. Nous, on était normalement plus forts. On a eu du mal à se dépatouiller des Packers. On a vu que les Bills ont choqué à domicile. Et le seul match finalement où il y a eu une large victoire, c'est la deuxième équipe préférée de Kevin qui a pris une branlée. Donc sinon les trois autres matchs se sont joués à 3 points. Et je crois que les Lions ils gagnent de 7. 8, voilà, 8 parce qu'ils ont tenté la conversion en 2 points, les Bucks, c'est vrai. Donc voilà, c'est bien entendu qu'en playoff ça devient difficile. Alors c'est sûr qu'on voudrait qu'on roule sur tout le monde, qu'on gagne 52-10 comme on a pu faire en saison régulière. Mais voilà, je pense que c'est terminé, ce sont les playoffs. Moi, tout ce que je rêve, c'est un 55-10, mais ça c'est pour le Super Bowl. Les questions de Twitter, c'est pas une question, mais une petite remarque de notre ami Alex qui était là la semaine dernière, qui nous dit j'ai des choses à dire, j'imagine.
j'imagine. Mais bravo les Packers, parce qu'il y a un bel avenir. Alors, j'ai trouvé une chose intéressante qui a été dite sur Twitter par un compte de fans des Packers, Packers France d'ailleurs, tout simplement, qui disait beaucoup de gens nous disent bravo, il y a des choses de l'avenir. Par contre, c'est bien gentil de le dire, il va falloir qu'ils le fassent. C'est le cas aussi de toutes les jeunes équipes talentueuses, mais en tout cas, il y a des beaux signes d'espoir en tout cas. Oh oui. Puis toi le soutien à eux, parce que perdre un match comme ça en l'ayant autant dominé, il y a un observateur, un joueur qui disait, c'était Rob Gronkowski qui disait les Packers ont surdominé les 49ers pendant 58 minutes, il leur a manqué 2 minutes et c'est là-dessus qu'ils perdent. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue aussi, et ça fait mal de perdre comme ça. On l'a vécu nous aussi à certaines années, de perdre des matchs qu'on aurait dû gagner en play-off. Ça fait mal, donc soutien à eux. Ah ben complètement. La fameuse expression qu'on entend souvent au soccer, la meilleure des deux équipes est celle qui a perdu. Là, c'est vraiment le sentiment que je pense que la plupart d'entre nous a eu, si on est objectif. Moi, je m'en fous, je suis pas objectif, on a gagné, le reste, je m'en fous. Ouais, moi, en fait, je pense que non. Je pense que là, la meilleure équipe a gagné. Par contre, l'équipe qui a le mieux joué a perdu. Voilà. C'est pas une question, c'est une remarque de Zappa, notre ami Jean-Michel Boujard. C'est pas une question, mais j'ai pensé fort à Olivier en voyant le match d'Ambry Thomas, évidemment. On est sur de la récurrence. On est sur les remarques classiques. Et d'ailleurs, c'était pas la question que j'avais notée dans l'ordre, mais on va faire aussi petite question de Baptiste. Ambry Thomas est un assassin. Est-ce qu'il y a une loi en Californie ou une règle en NFL qui peut nous aider pour l'empêcher de remettre un pied sur le terrain? Il y a toujours alors, en NFL, je pense pas. La Olive Rule. La Olive Rule. En NFL, je pense pas. En Californie, il faut chercher dans les textes de loi. Il y a toujours des lois cheloues aux États-Unis, donc il y a peut-être un truc à faire. Bon, après, s'il y a un spécialiste du Darknet qui veut aller mettre sous contrat quelqu'un pour lui casser les jambes, allez-y, mais ça sera la seule solution. Une garde à vue, ça peut être pas mal, mais une garde à vue, on lui met quelqu'un dans les pattes et ça tourne mal, et voilà, garde à vue, ce serait parfait, quoi. Mais en tout cas, Ambry Thomas, vous êtes un salaud. Voilà, j'avais envie de le dire. Elle est belle. Elle est belle. Comme disait Thierry Roland, monsieur Ambry Thomas, vous êtes un salaud. Voilà. Hommage à Thierry Roland. Pour les plus jeunes, c'est des rêves qu'on aime. Ils ont pas la rêve. Voilà. Oh, quand même. Même moi, je l'ai. C'est bien. Oui, c'est un moment culte de télé. C'est un moment culte de la télé. Est-ce que selon vous, une question de Michko, est-ce que selon vous, la performance générale qui est loin d'être satisfaisante est due à la pluie ou au bye week? On en a un peu répondu. Je pense que c'est un ensemble des deux, mais peut-être plus quand même la bye week que la pluie, puisque la pluie était un facteur pour les deux équipes. Donc je pense que voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas trop ça. Faudrait le confirmer, mais j'ai l'impression que notre staff ou la personne qui s'en occupe a eu du mal à trouver des bons crampons. Il y a un moment, au début du match, il y a eu un gros plan sur un alignement de chaussures. Et on avait l'impression que pendant même le premier quart-temps, ils étaient encore en train de chercher les bons crampons à donner aux joueurs. Et je pense que ça a pu nous pénaliser au début, en tout cas. Oui, après, je suis d'accord avec toi, en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu ces glissades un peu cheloues que Charvarius Ward en a fait une sur une grosse réception de Doubs parce qu'il glisse. Il y a eu des petits trucs comme ça, Tashon Gibson. Ouais, en deuxième mi-temps, ils avaient l'air de trouver la bonne formule, mais je pense que c'est plus la bye week, ils n'étaient pas dedans, c'est un ensemble de facteurs, mais c'est plus la bye week que la pluie. Et dans l'éventualité où on ira au Super Bowl, donc là on passe encore la conférence, dans l'éventualité d'un Super Bowl, qui est-ce que vous préférez affronter? On dit bien préférer, pas imaginer. Donc contre quelle équipe vous nous voyez plus avoir d'une meilleure chance de gagner? L'équipe qui a le moins bon quarterback. Et de toute façon, c'est très simple. Il ne faut pas jouer contre Patrick Mahomes. Il a encore prouvé hier soir que c'était le meilleur quarterback de la NFL quand les matchs comptaient. Donc surtout ne pas jouer contre Patrick Mahomes. Donc tu serais plus sur Ravens. Ouais. Surtout pas Patrick Mahomes. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Moi, je peux pas choisir les Ravens. C'est une vraie bête noire pour notre franchise. On n'y arrive jamais contre les Ravens. Même à l'époque de Jim Harbaugh, on semblait avoir un petit avantage. On s'est fait manger. Au Super Bowl, on s'est fait manger. Cette année, on s'est encore fait manger. Au final, les Chiefs, oui, ils ont Patrick Mahomes, mais ils ont rien. Ils ont vraiment rien en attaque. Oui, à Mahomes, ça ferait chier de devoir affronter Mahomes parce qu'il veut nous faire souffrir dans un match. Mais malgré tout, je prends les Chiefs parce que les Ravens, ça fait peur.
Et petite question, quand est-ce qu'on les a battus, les Chiefs? Chaque fois qu'on les joue, l'année dernière, ils sont venus, ils nous ont brisés. On Mais les a joués au Super Bowl, ils nous ont battus. Et 1 ou 2 ans avant, on les a joués. C'est le match de Garoppolo, c'est le genou. On a perdu. Tu me dis, tu parles de bête noire. Et franchement, je préfère si tu mènes de 4 points et qu'il reste 2 minutes, je préfère que la balle soit dans les mains de Lamar Jackson que dans les mains de Patrick Mahomes. Franchement, je suis pas du tout d'accord. Je trouve Lamar Jackson ultra effrayant cette année. Il est capable de sanctionner la passe si tu laisses un peu d'espace et que tu couvres trop les receveurs, il te colle 30 yards ou 40 yards à la course. Il est ultra effrayant. Au final, Mahomes, oui, c'est dangereux, mais je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Et puis, tu parles du Super Bowl, c'est un Super Bowl qu'on doit gagner 9 fois sur 10. On mène je sais plus combien, 10 points au 4e quart-temps ou quelque chose comme ça. Bref, on doit le gagner. Et puis, je pense que affronter les Chiefs actuels nous donne plus de chances que d'affronter les Ravens. Gonzague? Moi, je suis plutôt team Kevin là-dessus. Parce que je pense en effet qu'en fonction des schémas de jeu des 2 équipes, je pense que les Chiefs on a plus les moyens de leur faire mal. Les Ravens, en effet, je suis complètement d'accord avec Kevin, il y a un côté bête noire, on n'y arrive jamais. Je préfère 100 fois Mahomes comme quarterback que Lamar Jackson. Vous connaissez mon horreur pour les quarterbacks coureurs comme ça. Mais force est de reconnaître qu'on a toujours eu du mal face aux quarterbacks coureurs. Donc je le sens pas le match face aux Ravens, et puis même il y aura un côté malsain, tu vois. Moi, le simple fait de voir Jim Harbaugh en tribune supporter son frère face à notre équipe, tu vois, des choses comme ça me mettrait très mal à l'aise. Non, il y aurait un côté un peu nauséabond, honnêtement, je trouve, dans la préparation d'un match face aux Ravens. Je le sens pas du tout, et bref, je préférais 100 fois plus jouer les Chiefs. Je suis d'accord que Mahomes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Demain, Mahomes se blesse, il n'y a plus d'équipe. Alors certes, ils ont largement haussé leur niveau de jeu en défense. Moi, aujourd'hui, les Chiefs, c'est assez paradoxal, me font presque plus peur en défense qu'en attaque. C'est assez fou, d'ailleurs. Ils ont une défense de ouf. Voilà, moi, honnêtement, je trouve que c'est limite leur point fort aujourd'hui. N'en déplaise à Olivier, Mahomes, en attaque, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu prends Creed Humphrey au poste de centre et peut-être 1 ou 2 pèlerins tels que Kelsey. Et en fait, je viens de citer quasiment tous les bons joueurs de l'équipe offensive, quoi. Moi, je suis désolé, Isaiah Pacheco, on l'arrête tous les jours. Tu vois, il me fait pas peur. Finalement, cette équipe-là où il n'y a rien, où ils sont bidons, ils sont allés gagner aux Bills, qui était une équipe monstrueuse et qui était soi-disant invincible. Voilà, donc. Enfin, les Bills, à 6 semaines des playoffs, ils avaient quasiment plus aucune chance de se qualifier. Parce qu'ils ont juste un quarterback exceptionnel. Moi, j'ai vu certaines actions où, quand d'un coup, les mecs, ils arrivent à 2 pour le mettre la pression, il fait juste un petit twist. Les mecs, ils sont passés à côté, il a fait une passe de 40 yards dans les mains de Kelsey touchdown. Là, qu'est-ce que tu veux dire à part, oh mon Dieu, c'est un extraterrestre. Voilà. Et il n'a pas besoin de courir, il a juste besoin de son bras. Donc, pour ça, je me dis, moi, j'ai peur de Mahomes parce que c'est le plus fort et puis c'est tout, quoi. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas à discuter. Moi, je vais donner ma réponse parce que je ne l'ai pas encore donnée. Vous avez beaucoup parlé. Moi, je vais plus rejoindre Olivier sur celle-là. Mahomes, c'est un facteur, évidemment. Mais moi, c'est leur... On parle beaucoup, à raison, de la défense des Ravens, qui est une très très bonne défense. La défense des Chiefs, on n'en parle pas assez et c'est pas normal parce qu'ils ont une défense de zinzin. Ils n'ont pas de stars comme Roquan Smith, comme Kyle Hamilton, mais ils ont une défense de fou furieux. Eljarius Sneed est un des joueurs les plus sous-cotés de NFL. C'est un cornerback de très 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 haut niveau. Nick Bolton est un linebacker fantastique. Ils ont des joueurs sur la ligne défensive qui sont moins connus, mais Chris Jones, évidemment, est la star, mais tu as des George Karlaftis, qui est un très très bon joueur. Tu as Charles Omenihu, qu'on connaît très bien. Il y a des très bons joueurs en attaque. Gonzague, tu parlais d'Isaiah Pacheco, on le stoppe tous les jours. Pourquoi on n'a pas réussi à stopper Aaron Jones et pourquoi on ne réussit pas à stopper les running backs depuis 5 semaines? Moi, Isaiah Pacheco me fait un peu peur quand même. Il me fait plus peur que les running backs des Ravens, notamment. Lamar Jackson, moi, me fait moins peur dans des situations de Super Bowl. Parce que pour moi, il y a un truc qui va manquer à Lamar Jackson, c'est que lui, il connaît pas ça. Il connaît pas ça. On dit tous, il y a des gens qui discutent de manière scandaleuse de savoir si Lamar Jackson rejoint Mahomes. Non, parce que c'est la première fois de sa vie qu'il fait une finale de conf. Et si Skyfi sera la première fois de sa vie qu'il fait un Super Bowl. Et il joue à l'université à Louisville, qui était une université qui n'allait pas en play-off. Il connaît pas les gros matchs. Il sait pas ce que c'est des gros matchs. Il en a jamais fait des gros matchs.
Donc pour moi, c'est un facteur très important comparé à Mahomes qui, oui, n'a plus Tyreek Hill. Mais par contre, on l'a vu hier sur le match. Travis Kelce, il fait une saison de merde, mais quand on a besoin de la connexion de Mahomes-Kelce, elle est intacte. Mahomes, Olivier en a très bien parlé, on sait quel amour il porte à Mahomes, et de toute façon Patrick Mahomes, il n'y a aucune discussion existante pour savoir qui est le meilleur quarterback de NFL. Il est toujours dangereux, quel que soit son receveur. Non, moi j'ai plus peur des Chiefs. Après, dans tous les cas, quel que soit l'adversaire qu'on affronte, ça sera une grosse équipe. Il n'y a pas de sous-équipe dans ces playoffs. Il n'y a pas de sous-équipe en finale de conférence AFC. Donc voilà, le plus important déjà, c'est de passer le premier tour. Et puis on verra la suite. Mais moi, je suis plus team jouer les Ravens. Mais nous, dans notre sens, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équipe à souhaiter rencontrer ou équipe à ne pas souhaiter rencontrer. Contrairement à l'autre côté où ils voient 49ers Lions, ils se disent OK, ça serait quand même mieux pour nous qu'on prenne les Lions. Mais je pense pas que ça puisse être le cas de notre côté à choisir entre Ravens et Chiefs. Ça sera compliqué quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon. Et puis après, c'est le Super Bowl. À chaque fois, quand tu arrives au Super Bowl, t'as beau être favori ou pas favori, tu peux jeter souvent ce que tu penses à la poubelle parce que ça va être l'équipe qui aura le plus gros mental et qui aura les plus grosses couilles qui va gagner le match. En fait, j'ai l'impression quand on nous entend parler qu'il y a comme une espèce de crainte par rapport, quel que soit l'adversaire qu'on jouera au Super Bowl. Moi, je reste quand même assez optimiste sur le fait que le point commun qu'on retrouve entre les Ravens, les Chiefs et les Lions, c'est qu'aucune de ces trois équipes n'a l'homogénéité qu'est la nôtre. C'est des équipes avec des key players, ça c'est clair, mais ils ont tous, entre guillemets, des points faibles identifiables et sur lesquels on peut nous s'appuyer. Alors que notre très grande force à nous, c'est qu'on a des joueurs stars à tous les postes et on n'a pas vraiment, à part Mister Elite naze, grosse merde qui est Ambry Thomas, on n'a pas de points faibles à proprement parler. Coaching staff. Et donc moi c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, non, t'es vachement dur. Franchement, je pense que 31 équipes aimeraient bien avoir notre coaching staff. Et honnêtement, je suis désolé, mais quand tu oublies non, le meilleur joueur, pas 31 quand même, doucement. Je maintiens. Le meilleur joueur offensif dans ton équipe pendant un quart-temps, c'est un peu compliqué. Je maintiens que si aujourd'hui, moi, vous me demandez quel est le favori pour le Super Bowl, je maintiens nos 49ers. Et c'est pas du tout du côté supporter que je parle. J'essaie vraiment d'être objectif. Pour moi, on reste l'équipe la plus dangereuse à jouer. Moi, je suis d'accord sur ce point-là et je suis d'accord aussi sur un autre point dont on a parlé. Je reviens sur un truc qu'on a dit au début de l'émission. Il y a à peu près 7 heures pour les auditeurs, c'était. Mais on a parlé il n'y a pas de blowout en playoff, à part le match des Ravens, ce qui peut leur jouer un tour aussi. Parce qu'ils n'ont pas eu à affronter la difficulté qu'on a affronté, ou qu'ont affronté les Chiefs, ou qu'ont affronté les Lions. Ils n'ont pas eu ce match compliqué, ce moment où il faut gagner, où il faut faire le jeu. Ils l'ont fait tout le match, et bravo à eux, ils ont fait un super match contre les Texans. Mais il va falloir, s'ils veulent remporter le Super Bowl, il va falloir qu'ils nous sortent cette action à un moment donné, que ça soit contre nous ou contre les Lions au Super Bowl, mais même contre les Chiefs. Ils vont pas foutre des blowouts à tout le monde jusqu'au Super Bowl. Ça rejoint complètement les Patriots de l'année 2007. Je te rejoins là-dessus. À arriver trop facile à un Super Bowl, il y a un moment où tu te relâches, et c'est comme ça qu'ils se sont fait prendre face aux Giants. Et puis le Super Bowl, je leur dis, c'est le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est le Super Bowl. C'est comme toutes les finales de tous les sports de la plus grosse compétition. La finale de la Coupe du Monde de foot, c'est pareil. La finale de la Coupe du Monde de rugby, c'est pareil. La finale de n'importe quoi, c'est pareil. C'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Ça sera l'équipe qui sera bonne au bon moment. Tout simplement. Tout à fait. Le simple fait qu'il y ait déjà une coupure avant le Super Bowl fait que les compteurs sont à 0 dans tous les cas. Bon, on en a fini en tout cas pour les questions. Merci à tous pour vos belles questions. On va passer au jeu. Un petit jeu pour finir, même si cette émission est très longue, mais en même temps, on avait plein de choses à dire et ça fait toujours plaisir. Donc, je prends la main. Merci à Fabrice Ortega qui nous a envoyé un petit jeu cette semaine. Il nous avait posé la question sur le groupe Facebook. Donc, ça y est, on l'a et on le lance. Donc, on va chercher aujourd'hui les joueurs dont on a retiré le numéro dans l'histoire de la franchise. Donc, il y en a quelques-uns. On a, pour être précis, 2, 4, 6, 8, 10, 12 précisément. On va laisser Olivier commencer cette fois, après Gonzague et après Elliott. Donc, Olivier, je t'écoute. Joe Montana. Joe Montana. Première bonne réponse. Avec le numéro 16, bien sûr. Oui.
Joe Brady. Joe Brady. Le 12. John Brody, exact, avec le 12. John Brody, pardon. Steve Young, évidemment, numéro 8. Exact. Numéro 80. Jerry Rice. Effectivement. Ronnie Lott. Effectivement, numéro 42. Ah, il fallait qu'il le dise Gonzague. J'avais un Le doute, numéro- pour être honnête. Le numéro 87 de Monsieur Dwight Clark. Effectivement. C'est maintenant que la difficulté commence. Non, il y a le defensive tackle qui jouait, je crois que c'est 96. Le numéro, je suis pas sûr, c'est Bryant. Il s'appelle Bryant Jones. S'il a été. Non. Non. Non, parce qu'il avait le 97, que c'est le numéro de Bossa. Brian Young. Bryant Young, il n'a pas été retiré? Non, parce il que n'a c'est pas le été numéro retiré. de Portney Bossa aujourd'hui. Il a été Hall of Fame il y a 2-3 ans. C'est ça que j'ai confondu. Hall of Fame, pardon. On n'a pas de chance, donc je suis éliminé. Bon, on peut t'en laisser une deuxième. Je me serais pas vexé sinon. Alors, ben, si c'est. Ben, Roger Craig avec le 33? Non, Roger Craig n'a pas non plus son numéro retiré. Alors, j'ai pas. Gonzague. Putain, c'est pas facile. Hein. Il est dur l'exercice là. Bon, je sais que le premier j'ai tort, mais je veux le dire pour mes auditeurs parce que j'y crois que c'est un scandale que ce Alex Smith n'a pas été retiré. Le son numéro 11 fils. est encore. Non. Non. Tu vas voir. Encore. Frank Gore, mesdames, messieurs, seul son fils a le droit de porter le numéro 21. Alors, Scandaleux. Sachez une chose, Peut-être un le jour. numéro n'a pas été retiré. Le numéro n'a pas été retiré. Par contre, il n'a jamais été porté depuis Frank Gore. Il ne manquerait plus que ça. Seul son fils que nous allons justement drafter à la prochaine draft, mesdames, messieurs, a le droit de porter ce numéro. Mais peut-être que c'est en discussion en ce moment dans la franchise de retirer ce maillot, mais pour le moment, il n'est pas encore retiré. Et je vous coupe la chic juste parce que je pense que je vais gagner ce jeu parce que je les connais pas tous, mais j'en ai plein encore en tête. J'avais déjà regardé ça à une époque et je notais. Patrick Willis, c'est la même chose, 52 non retirés, mais jamais porté depuis. Alors Gonzague, encore une chance par contre. Le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée, mon petit ami. Alors, j'allais dire les numéros, mais non. On va s'abstenir. Putain, j'ai oublié En plus, j'ai un énorme trou de mémoire, notre defensive end de la belle époque, là. Sous Montana, putain. Oh, on voit qu'il est minuit 4, chers auditeurs. Je flanche. Moi, tu sais quoi, je donne ma langue au chat. Non, je donne pas ma langue au chat. Je vais dire, c'est scandaleux que Ronnie Bell porte le numéro 10 de Jimmy Garoppolo. Sur ce, je m'en vais comme un prince. Ah là, va finir comme ça, putain. Et donc, Elliot pour la victoire. Bah, il me semble que t'as un mec qui s'appelle Charlie Kruger. Effectivement. Il n'y a pas Randy Cross? Numéro 70, non. T'as un mec qui s'appelait aussi Leono Mellini. Effectivement. Leono Mellini, entre 1950 et 1963. Et c'est là qu'on va apprendre que Fabrice Ortega a balancé le jeu directement à Elliot. Oui. Non, vraiment, jeu. pour le coup, Mais c'est pas possible. Alors, il y a un mec, je crois que j'en ai un autre aussi, c'est Hugh McElhenney. Oui, effectivement aussi. Entre 1952 et 1960. Mais il y a un joueur qui a commencé sa carrière en 1948 qui n'a pas été cité, qui s'appelle Joe Perry, fullback de son état. Ah, je ne sais pas cela, moi. On avait aussi sûrement. On avait aussi Jimmy Johnson, qui a été Mais oui, cornerback Jimmy et Johnson. receveur. Bien sûr, Jimmy Johnson. Et puis, on avait aussi le dernier qui n'a pas été cité, Bob Sinclair, offensive tackle entre 53 et 63. Non, c'est pas. Je suis pas assez calé là-dessus. Moi, Et bravo pour le jeu, Fabrice. Bravo. Mais l'idée est très bonne et le jeu était bien, mais quand t'as dit les numéros retirés, je savais que j'en avais quand même quelques-uns parce que je m'étais amusé à regarder ça à une époque. Une fois que tu as fait les 4-5 mégastars de la franchise, c'était moins facile. Une fois que t'es sorti de Montana, Brody Young, Lott, Clark, et enfin en gros, et évidemment Jerry Rice, une fois que t'es sorti des mecs plus contemporains, c'est vrai que ça devient plus compliqué ensuite.
Mais en tout cas, merci de nous avoir écouté cette 64e émission. On reviendra du coup, puisqu'on a encore un match dont on va faire la preview dans les jours à venir. Vous aurez l'épisode, nous on va aussi l'enregistrer dans les jours à venir. Preview d'un match contre les Lions. Et qui de mieux pour parler d'un match contre les Lions que un fan des Lions, et pas n'importe quel fan, monsieur Benjamin Bernard, le présentateur de la NFL sur beIN Sport, nous fera l'honneur et le plaisir de venir parler de ce match-là avec nous. Donc restez branchés et puis attendez la sortie de cet épisode parce qu'il va être, je le sens, il va être super. Et puis on espère évidemment vous retrouver la semaine suivante et les semaines à venir pour, espérons-le, parler d'un petit Super Bowl. Ah oui, on n'en a pas parlé, minuit 30 dans la nuit de dimanche à lundi, notre match contre les Lions. On sera le deuxième match, donc on connaîtra notre potentiel futur adversaire si on se qualifie. Et en plus, c'est moins tard que celui qu'on a eu avant, donc ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés, Go Niners, comme d'habitude. Salut. Good night. Ciao. Come on.